Bonjour les amis contes, ici Angélique Barbry pour la chaîne Contes et Cookies. Je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire. Prêt pour ce voyage? Choisissez une position confortable, détendez-vous, fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter. Aujourd'hui, je vous propose un extrait du livre des 13 mères originelles de Jamie Sam, avec la mère de clan qui s'appelle Celle qui parle à ses proches. Elle est la première clan de la première lune. Celle qui parle à ses proches est la mère de clan du premier cycle lunaire. Elle protège l'apprentissage de la vérité. Ce cycle tombe en janvier. Il correspond à la découverte de notre parenté avec chaque forme de vie, avec la présence de tout ce qui existe. Ces enseignants sont les alliés de la nature, les 4 vents du changement, le peuple des nuages, les êtres du tonnerre, les animaux de la création, le peuple des arbres, celui des plantes, le petit peuple, Elf et Deva, le peuple des pierres, les chefs de clan de l'air, de la terre, de l'eau et du feu, et toutes les autres formes de vie. Tous ces êtres à qui nous sommes apparentés dans notre famille planétaire sont également nos enseignants. Grâce à celle qui parle à ses proches, qui est la mère de la nature, nous apprenons que nous sommes parents les uns des autres dans cette famille planétaire. Peuple des arbres, animaux, peuple des pierres, des nuages et toutes les autres formes de vie sont nos sœurs et nos frères, nos oncles et nos tantes. Ce sont les 4 chefs de clan de l'air, de la terre, de l'eau et du feu. Notre mère est la terre, notre père est le ciel et nos grands-parents sont grand-mère lune et grand-père soleil. Pour étudier la vérité, nous devons nous ouvrir à nous-mêmes, au vaste monde à l'intérieur des mondes créés par le grand mystère. Celle qui parle à ses proches est un aspect de la terre-mère qui possède un esprit de recherche, la volonté d'apprendre et la compréhension de chaque forme de vie rencontrée ou de chaque lieu. Le cycle de la première mère de clan est protégé par la couleur orange. Cette couleur est porteuse de la médecine de parenté avec tous les êtres, parce que c'est la couleur de l'éternelle flamme d'amour que le grand mystère a placée dans le cœur de chaque être de la création. Chaque fois que nous voyons une plume, une pierre, une fleur ou un coquillage avec de l'orange, les leçons que cette sœur ou ce frère peuvent nous enseigner portent sur les liens de parenté, la qualité de relation véritable, le respect et ou la communauté avec tous les êtres. Au cours de notre apprentissage des vérités qu'offre chaque forme de vie dans la famille planétaire, l'occasion nous est donnée de voir quelles sont les similitudes entre nous. Nous pouvons découvrir qu'une fleur ou un ruisseau vont se révéler comme nos plus grands enseignants. Quand nous acceptons de voir que toute chose dans notre monde est vivante, nous avons alors accès aux parties de nous-mêmes qui étaient devenues inertes ou mortifiées, et nous pouvons soigner ou revivifier notre propre vitalité. Être en parenté signifie avoir de bonnes relations avec la force créatrice, avec le soi, avec notre orenda ou essence spirituelle, avec notre corps, notre famille, nos amis, nos valeurs adversaires et avec tous ceux à qui nous sommes reliés en tout endroit du monde. Ces relations peuvent devenir aimantes et bénéfiques en nous offrant des occasions d'échanger des idées et d'apprendre à partager dans l'unité pour grandir dans la vérité. Celle pour qui tous sont proches est la mère de la nature. Elle accueille toutes les formes de vie à l'intérieur de son clan.
Elle voit la beauté de chacun et honore les talents qu'il possède. En tant que gardienne du rythme, elle nous enseigne à trouver nos propres rythmes. Dans l'apprentissage de la vérité, nous découvrons que chaque forme de vie possède un espace sacré avec son rythme. Pour pénétrer dans un espace sacré, il nous faut connaître le rythme de la forme de vie en question. Si nous connaissons ce rythme et demandons l'autorisation avec respect, nous pouvons pénétrer dans le monde de cette sœur ou de ce frère sans déranger l'ordre naturel. Celle qui parle à ceux à qui elle est liée nous enseigne ces rythmes et la façon dont les créatures sauvages acceptent volontiers d'entrer en relation avec certains humains sans avoir peur, alors qu'elles fuient les autres. L'acceptation ou la non-acceptation résulte de l'intention de l'humain, de son attention au respect des rythmes et de l'espace sacré, de l'animal rencontré, et ou de sa bonne volonté à apprendre la vérité enseignée par cette forme de vie. Gardienne du temps et des saisons, celle qui parle à ceux à qui elle est reliée, s'occupe des besoins de la terre. Cette mère de clan sait comment avoir recours aux chefs de clan de l'air, de la terre, de l'eau et du feu pour produire l'équilibre climatique nécessaire à la survie de la planète. Elle enseigne aux êtres humains que dérégler les forces naturelles ou les éléments porte à conséquence, car chaque action contient sa réaction. Même s'il n'est pas immédiatement visible, le résultat va sûrement affecter le subtil équilibre écologique de la Terre-Mère. Si dans sa médecine, un homme demande à pouvoir faire tomber la pluie, il devra être avisé de la quantité d'eau que le sol peut absorber et des effets prévisibles des ruissellements. Celle qui parle à ses proches est la gardienne de ces mystères et elle incite constamment à faire attention à ce que les rythmes intrinsèques de chaque vie soient maintenus. Tisser des liens de parenté. Celle qui parle à ses proches s'émerveiller de la luxuriance des forêts et des vallées verdoyantes de la terre-mère. Les grandes montagnes de glace n'avaient pas encore dérivé vers le sud, ce qui laissait un peu de répit au seul endroit de terre qui émergeait, l'île de la Tortue. La vie grouillait dans tous les recoins de cette terre ensoleillée, où les plantes poussaient avec bonheur. Elle s'étira et éleva les bras vers la lumière de Grand-Père Soleil. « Oh, quel plaisir d'être vivante !» soupira-t-elle pour elle-même. À cet instant, un mouvement furtif, presque imperceptible, attira son attention. Retenant sa respiration, elle s'accroupit dans un volumineux buisson d'iris en courbant quelques tiges. Elle n'osait faire aucun bruit. Elle resta ainsi, au calme, jusqu'à ce que son corps n'émette plus aucun rythme qui puisse être perçu. Elle ne voulait pas déranger les habitants de cette vallée boisée, ni les empêcher de s'adonner à leurs occupations quotidiennes, qui les menaient sans doute au ruisseau, un peu plus bas sur sa gauche. Cela lui faisait plaisir d'attendre pour voir quel animal allait se montrer. Qui donc avait produit ce bruissement dans les fourrés ? Elle n'eut pas longtemps à attendre avant qu'un renard roux vienne flairer autour du rocher tout proche du ruisseau tourbillonnant, et qu'il se précipite au bord de l'eau pour boire une lampée, puis se sauve aussitôt. Mais ayant décidé qu'il n'y avait aucun danger pour lui, malgré l'étrange odeur que lui apportaient par moments les mouvements de l'air, il retourna en bordure du ruisseau. Tout en buvant, à même le courant, le petit être relevait la tête de temps en temps pour scruter les alentours et s'assurer qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car ses sens lui disaient de se méfier. Il fut soudain paralysé de stupeur en s'apercevant que son regard plongeait dans le plus gentil regard qu'il n'ait jamais vu.
Les yeux semblaient appartenir à un humain à 2 jambes. « Salut, frère renard. Je crois que j'ai réussi à ne pas t'effrayer, » dit celle qui parle assez proche. Le renard oublia ses craintes et lui répondit spontanément. « Je pensais que j'étais le seul à être vraiment habile dans l'art du camouflage. Tu aurais dû être un renard et pas un être à 2 jambes. Comment as-tu fait ? » « Oh, pas la peine de me le dire, je le sais déjà, parce que c'est ce que je fais, moi. » « Eh bien, renard, tu vas peut-être être étonné d'entendre que j'ai marché sur la terre pendant de nombreux jours et de nombreuses nuits, afin d'apprendre à connaître tous mes proches. Il est important pour moi de comprendre la façon de faire de tous mes enfants, parce que je suis la mère de la nature. Je dois connaître les besoins de chacun des animaux qui enseignent, ainsi que les besoins des plantes et des pierres, pour pouvoir servir au mieux ma famille. Le renard la regarda. Il vit qu'elle disait la vérité. Il commença à se demander comment il se faisait que cette belle et généreuse personne à 2 jambes ait choisi de lui parler. Mais il avait peur de lui poser la question. Il fut ramené à lui par un rire enchanteur, le plus mélodieux qu'il n'ait jamais entendu, qui résonna dans le vallon. « Oh renard, tu es un maître dans l'art de te rendre invisible, mais tu as oublié de cacher tes pensées. Ne sais-tu pas que j'ai la connaissance de la vérité, enfouie dans les cœurs et les esprits de chaque être vivant ? Tu ne dois pas avoir peur de me demander quoi que ce soit. Loi m'a appris à entrer dans la spirale sacrée du rythme pour être en harmonie avec tous mes enfants. Ayant appris la vérité des rythmes, je suis devenu capable de faire que nos pensées et nos cœurs fusionnent, en sorte qu'il n'y ait plus de séparation entre nous. » À cet instant, un mille-pattes apparut, trottinant le long d'un morceau de bois tombé en travers du ruisseau lors de la dernière averse. La multitude de ses pattes qui bougeaient en cadence se mit soudain à s'agiter, comme si elles allaient se chevaucher les unes les autres. Il essayait vaillamment de venir jusqu'à celle qui parle à ses proches. Son dos dessina un arc quand il relâcha la cadence pour s'arrêter. Avec sa queue qui se vrilla comme une feuille d'automne, il s'arrêta enfin. « Quel bonheur ! Je crois bien que j'ai entendu ton merveilleux rire, mère. Je ne connais nulle part au monde un son aussi musical. Quelle magnifique surprise !» Le regard du renard allait de celle qui parle à ses proches aux mille-pattes. Il se demandait comment ces deux-là pouvaient bien se connaître. Puis, il choisit de s'asseoir sur le rocher, près du ruisseau, et de se chauffer au soleil. La discussion allait sans doute durer, et ses pattes étaient devenues froides à force de rester dans l'eau, à écouter celle qui parle à ses proches. « Mille-pattes, voilà bien des lunes que nous nous sommes parlé. Je dois te remercier de m'avoir appris à trouver le centre de mon corps et à faire de grandes enjambées. Les longues marches jusqu'à la mer et jusqu'aux plaines ont pris de nombreux jours et de nombreuses nuits, mais mes bras et mes jambes bougeaient en harmonie. C'est merveilleux de sentir que chaque partie de mon corps travaille en relation avec l'autre. Ni toi, ni moi n'avons oublié la période où je me débrouillais si mal avec mes bras et mes jambes, trébuchant sur chaque caillou, me faisant agripper par chaque buisson. » Le mille-pattes se mit à pouffer de rire. « Eh bien, je suis si heureux de te revoir que j'ai failli rouler le long de cette branche de cotonnier. Moi aussi, j'oublie ma propre médecine quand je suis excitée. Avec mon grand âge, j'ai de nouvelles pattes qui me poussent, et je crois qu'il faut que je leur apprenne à fonctionner à l'unisson des anciennes, encore et encore. » Celle qui parle à ses proches sourit. « Je comprends bien ce que tu ressens plein de pattes. Mettre au point les rythmes et les saisons a demandé du travail aussi. La terre-mère n'arrête pas de changer dans sa façon d'avancer dans la nation du ciel. Et les lunes vertes qui voient l'apparition de nouvelles pousses se font de plus en plus courtes, alors que les lunes blanches semblent s'allonger en apportant davantage de neige et de glace. » Le renard intervint pour demander : « Est-ce que c'est pour cette raison que tant d'animaux des steppes viennent par ici ?
Le mille-pattes hocha la tête, et celle qui parle à ses proches acquiesça. Tu vois, renard, la terre-mère m'a donné la tâche de connaître les besoins de tous les membres de la tribu terrestre. Je peux ainsi l'aider dans sa recherche de la façon juste de traverser la nation du ciel. Finalement, il y aura 4 saisons et 4 vents de changement qui aideront chacun à trouver des rythmes harmonieux. Les 3 lunes blanches nous donneront une période de repos, pendant le temps où les êtres de glace couvriront la terre. Puis les lunes vertes viendront, sur 3 cycles, apporter une vie nouvelle au peuple des plantes. Et les 3 lunes jaunes amèneront la période de maturité et de plénitude. Enfin, les 3 lunes rouges suivront, apportant le temps de la moisson. Et la 13e lune est la lune bleue, celle du moment où tous les enfants de la terre trouvent leur capacité naturelle à changer ou à se transformer. Le mille-pattes soupira et sourit. Ce serait vraiment bien de voir cela, mère, et nous te remercierons tous pour le travail que tu fais là pour nous. Celle qui parle à ses proches était heureuse de son apprentissage de la vérité sur la façon de nourrir les besoins de tous les enfants de la terre. Heureuse aussi d'apprendre à connaître la médecine de chacun. La vie était bonne. Chaque journée apportait de nouveaux enseignements à recevoir, de nouvelles vérités à explorer et de nouveaux rythmes à ajouter à l'ensemble. Elle était en train de réaliser qu'elle se familiarisait avec les formes de vie en entrant dans le flux rythmique de chacune. Elle y écoutait le tambour intérieur des battements du cœur de cet être. Et voilà qu'elle se souvint de la façon dont elle avait appris cela. Sous les chauds rayons de lumière orange que Grand-Père Soleil dardait à travers ses paupières closes, elle se laissa dériver jusqu'à ce temps d'il y a bien longtemps. Elle vit le cygne qui nageait sur un lac de haute montagne. Cette journée-là avait été exceptionnellement chaude. Celle qui parle à ses proches avait conversé avec le jet bleu qui lui donna alors son enseignement sur les médecines et les talents du peuple qui se tient dressé, le peuple des arbres. Le jet bleu n'allait pas parler pour eux, parce que les arbres peuvent s'exprimer. Mais celle qui parle à ses proches lui avait demandé de l'accompagner. Sa médecine à elle consiste à utiliser l'intuition pour dire ce qui est vrai. Mais en ce temps-là, elle commençait seulement à utiliser son corps pour ressentir les choses. N'étant pas très sûre de ses nouvelles facultés, elle avait demandé au jet bleu de l'assister. Pendant des heures, les 2 amis s'étaient assis auprès du peuple qui se tient dressé, à écouter quand le chef du vent soufflait doucement à travers les branches des arbres, donnant vie à leur voix. Au cours de cette journée, celle qui parle à ses proches avait tout d'abord fait l'expérience de la frustration humaine. Elle avait été en mesure de comprendre la médecine du tremble, le prophète, qui porte en lui la médecine de l'observation. En effet, elle avait vu sur le tronc du tremble les formes semblables à des yeux à chacun des endroits où une branche s'était séparée et était tombée. Elle avait pu ressentir la médecine de la paix intérieure lorsqu'elle s'était assise au pied du pin et avait posé son dos sur son tronc robuste. Elle avait éprouvé la médecine d'équilibre donnée par le cornouiller lorsqu'elle avait vu ses fleurs s'ouvrir, les pétales, indiquant les 4 directions du cercle sacré. Mais l'intuition lui faisait défaut dans son écoute, et elle ne comprenait pas intimement le langage des proches qui se tiennent dressés. Le jet bleu fut très gentil avec elle. Il proposa de faire une pause dans l'apprentissage, car il voyait bien qu'elle était au bord des larmes à cause de sa frustration. Elle est ô combien humaine, et pourtant si inhumaine dans son acharnement à traiter toute chose avec autant de considération, pensa-t-il en lui-même. Je n'ai pas peur de lui parler en vérité parce que, plus que tout au monde, ce qu'elle veut apprendre, c'est ce qui est vrai. Et mon intuition me dit qu'elle doit aussi apprendre à se reposer quand les rythmes de son corps ont été poussés au-delà de ses capacités d'endurance.
Cela doit être difficile pour elle de ne plus exister sous forme d'esprit et de devoir se limiter à la perception d'un corps humain. Le jet bleu emmena celle qui parle à ses proches en bas de la colline jusqu'au bord du lac, et il la fit asseoir sur le sable, auprès de la berge. Des touffes d'une douce herbe verte formaient des épaisseurs toutes dessinées pour une sieste. Pendant qu'elle s'étendait sur un monticule couvert d'herbe, le jet bleu lui dit qu'il allait chercher un ami qui se joindrait à eux, mais elle n'avait qu'à se reposer pendant son absence. Celle qui parle à ses proches était si préoccupée à ruminer sa déception qu'elle n'entendit même pas le message du jet bleu. Les pensées continuèrent à tourner dans son esprit. Elle se demandait toujours comment apprendre la langue du peuple de ceux qui se tiennent dressés. Et elle ne remarqua pas le retour du jet bleu avec son ami le cygne. Sans effort, le cygne avait traversé le lac en glissant sur l'eau. Il se laissait maintenant flotter doucement près de la rive. Il attendait patiemment. Alors, le jet bleu se mit à criailler un long discours de remontrance pour attirer l'attention de celle qui parle à ses proches. « Dis-moi, cygne, nous pourrions la pousser dans le lac pour lui laver la tête de toutes ses frustrations, ou bien demander à l'autruche de creuser un trou dans le sable où tous les trois nous pourrions enterrer sa tête ?» piailla-t-il sans provoquer pourtant la moindre réaction chez celle qui parle à ses proches. Le jet bleu aperçut l'autruche plus bas sur la rive, et il l'appela. Pendant qu'elle trottinait vers eux, il continua sa tirade moqueuse. « Ça y est, voilà l'autruche. Elle va te montrer comment enfouir ta tête dans le sable, plutôt que dans d'inutiles insatisfactions. » Celle qui parle à ses proches restait perdue dans ses pensées agitées. Cependant que l'autruche s'avançait maintenant d'un pas nonchalant en haussant les épaules et en se demandant quoi faire de cette jeune femme perturbée. Le cygne continuait d'attendre patiemment. Mais le jet bleu et l'autruche étaient bien résolus à capter l'attention de la jeune femme. Avec un petit rire de conspirateur, le jet bleu vint se poser à côté d'elle sur un morceau de bois échoué, et l'autruche se pencha pour donner un petit coup de bec sur le nez de celle qui parle à ses proches. Celle-ci poussa un cri non pas de douleur, car l'autruche y était allée très doucement, mais de surprise, à cause du choc de découvrir soudain, et de si près, deux yeux les plus énormes qu'elle ait jamais vus, avec leurs lourdes paupières plissées. Tout le monde éclata de rire, sauf elle, muette de stupéfaction. Le jet bleu en déduisit ouvertement qu'elle était sans doute muselée par ses propres ruminations. Le cygne lui répondit que l'autruche, dont la médecine et comment interagir avec les autres à travers la communication, pouvait lui donner un coup de pouce, sinon un coup d'aile, à présent qu'ils avaient l'attention de celle qui parle à ses proches. Chaque commentaire provoquait de nouveaux éclats de rire, jusqu'à ce que la jeune femme se rende enfin compte du ridicule de la situation et se joigne à eux. Au milieu des vagues de fou rire, l'autruche lui expliqua que, lorsque les autres ne communiquent pas clairement ou qu'ils agissent d'une façon qui ne prend pas chacun en compte, elle aussi a tendance à cacher sa tête. S'il arrive qu'une personne se trouve à l'écart d'un groupe, l'autruche va l'imiter quand elle refuse d'entendre les idées des autres, en enterrant sa tête dans le sable jusqu'à ce que quelqu'un la remarque. En général, la personne s'en rend compte par elle-même lorsqu'elle a sous le nez le postérieur de l'autruche qui pointe en l'air. C'est lui qui donne une idée de ce que l'autruche pense. Mais dans le cas présent, l'autruche n'avait pas besoin d'enterrer sa tête, parce que celle qui parle à ses proches l'avait déjà ensevelie sous ses propres frustrations. Le rire avait complètement transformé l'atmosphère de l'après-midi, et celle qui parle à ses proches se sentit de nouveau l'esprit frais, portant attention à ce qui se passait, au lieu de se demander pourquoi les limitations humaines venaient restreindre sa faculté naturelle à connaître directement les choses. Elle était en train d'apprendre comment utiliser les sens humains, et rire lui faisait du bien. Ça montait à ses lèvres et faisait gigoter son ventre. Son cœur goûtait la chaleur de l'amitié, et sa peau frémissait sous les éclaboussures de l'eau que les ailes du cygne venaient faire gicler dans l'animation du moment. Elle considéra qu'il était bon de ressentir les plaisirs du corps,
Elle était heureuse d'être vivante. L'autruche et le jet bleu observèrent en silence le cygne qui s'était mis à parler de façon apaisante à celle qui parle à ses proches, glissant doucement sur l'eau calme, ce qui amena une nouvelle atmosphère. « Tu vois comme mon corps se courbe et comme mon cou s'incline et ondule lorsque j'avance dans l'eau ?» Celle qui parle à ses proches acquiesça et le cygne continua. « Les esprits de l'eau ne s'opposent pas au mouvement de mon corps. Ils m'aident à sentir le mouvement des courants, aussi bien que mon propre mouvement. Observe-moi glisser sur le lac et vois la grâce de mon cou lorsque je te montre la danse aquatique. » Celle qui parle à ses proches s'apaisait de plus en plus, captivée par les rythmes du cygne. On aurait dit qu'un petit souffle d'air avait amené dans son corps le bercement des vagues qu'offraient les esprits de l'eau. Elle commença à laisser son esprit voguer et rêver, tandis que les mouvements hypnotisants du cygne lui apprenaient à lâcher prise. Quand elle s'éveilla de ce rêve, elle avait compris comment apprendre le langage de chaque chose vivante. Elle pouvait faire davantage qu'observer et ressentir les choses de son propre point de vue. Elle avait appris à s'en remettre à l'espace sacré tout autour d'elle et à s'abandonner à son point de vue sacré. Elle avait appris à demander l'autorisation et, lorsque c'était d'accord, à pénétrer dans l'espace sacré d'un autre et à apprendre son langage. Elle était tout excitée en racontant au cygne, au jet bleu et à l'autruche l'expérience de son temps de rêve. Dans ce rêve, elle avait volé avec le faucon et appris sa médecine de partir en chasse pour trouver des solutions. Le faucon l'avait emmenée dans les profondeurs de la jungle de l'île de la Tortue, dans la touffeur de ce royaume vert à la végétation luxuriante. En ce lieu, la terre-mère envoyait en miroir la moiteur des confusions et frustrations humaines. Ensemble, ils avaient volé dans le rêve, à travers ce brouillard de la confusion, jusqu'à ce qu'ils puissent voir les choses clairement. Ils avaient sous les yeux les hautes terres à la végétation dense où vivent les grands singes, avec la neige qui étincelait sur les sommets lointains, ceux des montagnes qui surplombaient la jungle. Le gorille était un conteur sans mots. Il mimait ou imitait jusqu'à ce que l'observateur puisse voir la solution ou trouver la clé de l'histoire pour lui-même. Dans le rêve, alors qu'elle volait en cercle avec le faucon, celle qui parle à ses proches avait observé ses mimiques sous toutes les facettes. En peu de temps, la médecine efficace du gorille, qui est de communiquer et d'enseigner à travers l'action, avait permis à son cœur de comprendre. Elle avait d'abord trouvé ses mouvements drôles jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il était en train d'apprendre aux autres de sa tribu à accomplir une tâche précise. C'est alors qu'elle avait remarqué qu'il imitait un singe plus jeune pour capter son attention, puisqu'il faisait un jeu de ses imitations pour que le jeune puisse alors l'imiter lui. De toute évidence, le faucon lui avait montré une solution à son problème. Il n'était pas nécessaire qu'elle se sente séparée des autres formes de vie parce qu'elle avait un corps humain. Elle pouvait imiter leur comportement et voir ce que cela faisait d'être eux. En imitant les actions des êtres de la création qui l'enseignaient, elle pouvait s'abandonner à ce qu'elle éprouvait alors en leur étant semblable. Peu importait que son enseignement fût une plante, une pierre, un animal, un nuage, ou les esprits du vent ou de l'eau. Comprendre leur langage lui prendrait du temps. Mais plus elle leur serait semblable, et mieux elle pourrait comprendre en quoi leur vie était similaire à la sienne. Et plus facile aussi, il lui serait de connaître la façon de communiquer propre à chaque espèce. L'autruche, le jet bleu et le cygne étaient très heureux que celle qui parle à ses proches en ait fini avec les frustrations et en vienne à la compréhension. L'équipe des 4 se retira sous les ombres douces de la forêt. Celle qui parle à ses proches montrant le chemin. Elle était décidée à utiliser la compréhension nouvelle qui lui était venue pour communiquer avec les arbres, dans ses relations avec eux. Jusqu'à présent, elle avait simplement observé et essayé d'écouter lorsque les esprits du vent agitaient doucement les buissons d'émeraude et de jade du peuple, de ceux qui se tiennent dressés.
Il était temps à présent de pratiquer et de développer ses aptitudes à communiquer. À ses amis enracinés autour d'elle, elle fit part de son intention. « J'ai appris à m'abandonner au rythme de l'espace sacré autour de moi. À présent, si vous êtes d'accord, j'aimerais devenir semblable à un être qui se tient dressé, dit-elle. L'être d'un vieux pin laissa tomber une pomme de pin qui roula à ses pieds comme une offrande d'amitié. Elle accepta le cadeau avec plaisir. Elle s'agenouilla pour creuser un trou dans le sol tendre couvert d'aiguilles de pin et y enterra ses pieds jusqu'aux chevilles. Puis, elle se dressa fièrement et leva ses bras comme des branches vers les rayons du soleil qui filtraient à travers l'épaisseur verte de la forêt. Le silence enveloppa tous ceux qui étaient rassemblés là, tandis qu'elle ferma les yeux et devenait un arbre humain. C'est alors qu'elle entendit les voix du peuple de ceux qui se tiennent dressés, qui s'élevaient de leur cœur de bois et parlaient au sien. Notre langage est d'entendre par le cœur, pas avec les oreilles. Nous parlons de tout ce que nous voyons dans un lieu, car nous sommes les observateurs silencieux de la terre. Nos racines plongent profondément dans le puits d'amour du sol de la terre-mère. Nos branches s'élèvent plus haut chaque jour pour chercher la lumière du grand Père Soleil. Nous sommes le vivant équilibre entre la terre-mère et le ciel Père, entre féminin et masculin, recevoir et donner. De toutes les formes de vie, nous sommes les plus proches de la constitution des êtres humains, parce que nous leur montrons comment honorer l'équilibre entre le ciel et la terre, à l'intérieur d'eux-mêmes. Nous leur montrons à travers l'exemple comment être des observateurs silencieux de la vie, comment se tenir grand et comment donner et recevoir. Rien n'agitait la forêt. Aucun souffle de vent ne faisait frémir les branches du peuple des arbres. Et pourtant, celle qui parle à ses proches entendit la voix du vieux séquoia. Il lui montra qu'avec ses bras ouverts au-dessus d'elle, son corps créait de cercles. Ces cercles formaient la figure d'un mythe. Le cercle du haut rencontrait le cercle du bas dans son cœur. Celui du haut embrassait la nation du ciel. Et celui du bas la connectait au centre de la terre-mère. C'était comme si elle se tenait au sommet d'un cercle et tenait l'autre cercle au-dessus d'elle, son corps réalisant la connexion ou le croisement des deux. Il y a deux roues de la médecine de la vie, dit le séquoia. Les êtres humains, tout comme le peuple des arbres, ont la possibilité de réaliser l'équilibre entre le ciel et la terre. Quand les êtres à deux jambes arrivent au meilleur de leur potentiel, la roue du ciel leur apporte les messages du monde de l'esprit à travers leur cœur humain. La roue de la terre permet aux plantes, aux pierres, aux animaux, aux éléments de la nature d'être les enseignants de la terre-mère et les interprètes de ces messages spirituels. Les êtres humains sentent et comprennent les messages que le grand mystère leur envoie en observant les actions de ces enseignants qui en sont la contrepartie planétaire. En se concentrant dans le cœur, les deux roues de la médecine montrent que le ciel et la terre, le spirituel et le matériel sont égaux et sont un. Vois-tu, la seule véritable limitation de l'être humain vient lorsque son cœur est fermé. Lorsque le cœur est ouvert, toute la création devient accessible et compréhensible. Tu es devenu cet équilibre-là, et il va se mettre à ton service. Le souvenir de ce temps et des enseignements reçus emplit le corps de la mère de la nature d'un sentiment de chaleur, la ramenant doucement au moment présent. La lueur orange que Grand-Père Soleil avait projetée sur ses paupières s'était transformée en un orangé plus intense, signalant que le jour touchait à sa fin. Elle pouvait entendre la truite sauter pour gober des mouches dans le petit ruisseau mélodieux. Elle pouvait humer les premières effluves du jasmin qui ouvrait ses fleurs la nuit et savourer la fraîcheur humide qui s'élevait des pierres au bord du ruisseau. Dans son esprit, les images de ces transformations dansaient au milieu des centaines d'autres perceptions.
Elle pouvait entendre le petit ronflement du renard qui s'était endormi, le grattement de nombreuses pattes du mille-pattes sur le tronc du cotonnier. Oui, pensa-t-elle, j'ai vraiment appris. La vérité me parle maintenant de 1000 façons, à travers tous les sens de mon corps, mon cœur, mes pensées et mon esprit. Je peux ressentir les rythmes des pas des animaux sur le sol quand ils approchent de l'eau pour boire à la tombée du jour. Je peux sentir la lumière des étoiles avant même qu'elles viennent trouer le manteau pourpre de la fin de soirée. La vie m'envoie des flots de sensations au plus profond de mon ventre, avec chaque changement de rythme autour de moi. Et je ressens ces changements à l'intérieur de moi, car je suis une extension de tout cela. Gardant les yeux clos, celle qui parle à ses proches toucha doucement et paisiblement un être de pierre qu'elle avait attaché autour de son cou par un lien. La pierre était naturellement trouée grâce à l'érosion de l'eau qui avait coulé sur elle pendant de nombreux jours et de nuits. Le nom de cet être de pierre était Onéo ou chanson. Cette pierre de médecine était spéciale. Elle n'arrêtait pas de chanter pour lui rappeler tout ce que son cœur avait éprouvé et tout ce dont elle avait fait l'expérience, la ramenant à l'histoire qu'elle était en train de créer avec sa propre vie. Le trou naturel dans le corps d'Onéo était le signe que cette pierre était une pierre de protection. Étant donné que ce trou avait été fait par l'eau, la pierre aidait celle qui parle à ses proches à rester en contact avec ses sentiments, à être consciente d'un éventuel danger. Dans le corps de celle qui parle à ses proches, il y avait les mêmes minerais que ceux qui constituent les pierres. Onéo aidait à rester en harmonie avec le battement de cœur de la terre-mère. Le peuple des pierres, qui porte la mémoire de l'histoire de la terre, lui fut un grand secours lorsqu'elle apprit leur langage. Dans ses explorations, elle en était arrivée à comprendre les aspects des pierres de la même façon que le langage des arbres. Grâce au peuple des pierres, elle put savoir que toutes les forces de la nature ont des cycles, et que les cycles participent à la croissance générale. Elle avait acquis la faculté de revoir l'histoire de tout ce qui s'était passé sur Terre, et l'évolution naturelle de chaque chose lui était montrée, telle que les pierres en avaient gardé la mémoire. Leurs cousins de la mer, les coquillages, lui avaient enseigné à écouter le rythme des marées et des cycles de son propre corps. Le peuple des nuages lui avait montré les visages et les formes de toutes les choses de la nature. Lorsque l'un des enfants de la terre était en danger, le visage de celui qui appelait à l'aide se formait dans les nuages. Devant elle, les chefs de clan de l'air, de la terre, de l'eau et du feu s'étaient mélangés, puis séparés pour lui montrer les forces créatrices à l'œuvre de la nature. Avec ce système de connaissances fermement ancré dans son cœur, celle qui parle à ses proches fut capable de commander au temps qu'il apporte des pluies bienfaisantes ou qu'il fasse jaillir des flots de lave pour maintenir l'équilibre nécessaire sur la planète. Apprendre la vérité est une aventure sans fin, ainsi qu'une source constante de satisfaction, songea-t-elle. C'est une bénédiction pour moi d'avoir cette soif d'apprendre, la joie de découvrir et le désir de servir ma parenté. J'ai appris le langage de chacun de ceux qui constituent la tribu terrestre. Chaque jour, je découvre une façon de prendre soin et d'avoir de la compassion qui me permet d'apprendre davantage. La vie crée toujours plus de vie. Et c'est pourquoi je vais continuer à célébrer les leçons que j'ai apprises pour pouvoir les partager avec tous mes enfants et pour toujours. Celle qui parle à ses proches vit que doucement le jour venait de passer et le calmait à la nuit. Le bol de médecine étoilé du ciel de la nuit montrait un quartier de lune et les bêtes nocturnes commençaient à fureter. Le mille-pattes et le renard avaient fidèlement attendu que celle qui parle à ses proches sorte de son profond silence. Il n'avait pas bougé d'un poil. La lumière bleue argentée de grand-mère lune jouait sur les crêtes qui ondulaient à la surface de l'eau, dans le berceau de la petite crique, et les esprits de l'eau murmuraient au passage leur chanson du soir. Quand celle qui parle à ses proches s'adressa à ses amis, elle murmura. « Cela me fait plaisir que vous m'ayez attendu, les enfants. Pendant mon silence,
je me suis souvenu de tant de choses que j'avais apprises à propos des vérités présentes dans chacune des existences qui font partie de la création. Et je me suis rappelé que je peux apprendre bien davantage encore dans notre monde en perpétuelle évolution. Le mille-pattes fit une boule de son petit corps et roula le long de la branche jusqu'à celle qui parle à ses proches. « Mère, peut-être ta sagesse grandissante est-elle semblable à mes pattes qui se multiplient. Peut-être qu'il me pousse de nouvelles pattes parce que je deviens plus âgé et plus sage. Je suppose que chacun de nos proches a une façon bien à lui de mesurer le chemin qu'il accomplit dans sa vie sur la bonne route rouge. » Celle qui parle à ses proches répliqua. « Oui, mille-pattes, nous avons tous notre façon unique d'acquérir de la sagesse, mais notre façon de partager notre langage et notre compréhension des choses est la clé de notre croissance commune en une famille planétaire. » Le renard se mit à rire et fit bouger ses moustaches avant d'intervenir. « Voilà une clé que je comprends, mère. Le renard est le protecteur de la famille planétaire parce que personne ne peut apprendre les médecines et les langages de la nature s'il ne peut voir ce qu'il a juste sous les yeux. Toute la sagesse reste camouflée, comme moi tant que les gens croient dans le monde invisible, qui ne devient visible que lorsqu'ils ouvrent leur cœur à la compréhension et à l'apprentissage de la vérité. » La mère de clan du premier cycle lunaire sourit. Être la mère de la nature signifiait qu'elle pourrait suivre tout ce qui lui viendrait naturellement. À cet instant, son cœur était si plein d'amour qu'il était naturel qu'il déborde pour se répandre sur le monde, et qu'elle fasse savoir aux enfants de la terre qu'ils n'étaient pas oubliés et que leurs besoins seraient satisfaits. Celle qui parle à ses proches avait appris la vérité concernant le fait d'être dans un corps humain. C'était au tour de ces enfants humains de le découvrir pour eux-mêmes. Chaque fois qu'un individu à deux jambes ouvrirait son cœur ou apprendrait ce qui est vrai au sein de la famille planétaire, elle serait là pour l'enseigner. Quand ceux de la tribu humaine ouvriraient leur cœur avec respect à toute chose vivante, elle serait là pour veiller à ce qu'ils prennent soin d'eux-mêmes en se respectant et qu'ils se considèrent les uns des autres avec bienveillance. Et lorsque les cycles des saisons apporteraient des souffrances à la race humaine, elle serait l'onguent guérisseur, présent dans le monde de la nature autour d'eux. Le monde intangible de l'esprit qui réside dans le monde tangible attend d'être découvert. Ces enfants humains seront les derniers à réaliser ces vérités. Elle fut réjouie de savoir que l'arrogance humaine fondrait un jour jusqu'à disparaître. Ce jour-là se lèverait lorsque les cycles et les saisons apporteraient des êtres désireux d'abandonner les souffrances et de revenir à leur cœur comme à leur véritable maison. Oui, la vie est bonne, souffla-t-elle dans la nuit remplie d'étoiles, juste assez fort pour que ceux dont le cœur était ouvert puissent l'entendre.